Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui est vraiment au cœur de l'économie. Quand on a un projet en tête, que ce soit acheter une voiture ou pour une entreprise construire une nouvelle usine, eh bien la question est simple. D'où vient l'argent? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà notre programme. On va partir d'une situation très concrète, le besoin d'argent. Ensuite, on explorera les différentes solutions qui existent. On verra que le crédit, ça a un coût. Puis, petit focus sur le cas un peu spécial de l'État. Et à la fin, on assemblera toutes les pièces du puzzle pour voir le grand circuit économique. Allez, c'est parti. Bon, tout commence par un constat très simple. Parfois, dans la vie, nos projets ou nos envies dépassent l'argent qu'on a sur notre compte en banque. Prenons un exemple que tu peux facilement imaginer. Disons, un projet d'achat pour une première voiture. Elle coûte 15 000 euros. Le truc, c'est que tu n'as pas cette somme de côté. Comment faire? Eh bien, c'est exactement ça qu'on appelle en économie un besoin de financement. La solution qui vient tout de suite à l'esprit, c'est de faire un crédit. Mais attention, emprunter de l'argent, ce n'est jamais gratuit. Regarde ce tableau. Pour un prêt de 15 000 euros sur 3 ans, le coût total peut aller de 480 à plus de 1 600 euros. Ce coût en plus, c'est le prix à payer pour avoir l'argent tout de suite. Et attention, ce besoin de financement, ça ne concerne pas que les particuliers comme toi et moi. Une entreprise qui veut investir dans de nouvelles machines, ou même l'État qui doit construire des hôpitaux ou des lycées, ils font face exactement au même problème. Ok, maintenant que le problème est bien posé, on va regarder les solutions. Comment l'argent circule dans l'économie pour répondre à tous ces besoins? En fait, en économie, on peut classer tout le monde en deux grandes catégories. D'un côté, tu as ceux qui ont une capacité de financement. En gros, ils gagnent plus qu'ils ne dépensent, donc ils mettent de l'argent de côté, ils épargnent. Ce sont un peu les fourmis de la fable. De l'autre côté, tu as ceux qui ont un besoin de financement. Ils veulent dépenser plus que ce qu'ils gagnent. Eux, ce sont les cigales. Tout l'enjeu de l'économie, c'est de faire en sorte que ces deux mondes se rencontrent. Du coup, il y a deux grandes manières de financer un projet. La première, c'est le financement interne. On appelle ça aussi l'autofinancement. Tu utilises ta propre épargne. C'est simple, mais ce n'est pas toujours possible, surtout si le projet coûte cher. L'autre option, c'est le financement externe. Là, tu vas chercher l'argent des autres. Et pour ça, il y a deux grandes routes. Soit tu passes par les banques, soit tu passes par les marchés financiers. Justement, faisons un petit zoom sur les entreprises. Pour elles, c'est un enjeu permanent. Comment elles font pour financer leur croissance? Alors là, on a un graphique qui est essentiel. Il nous montre comment les entreprises françaises se sont financées depuis la fin du XXe siècle. On voit bien la part du crédit bancaire classique par rapport au financement qu'elles vont chercher directement sur les marchés, comme en émettant des actions ou des obligations. Regardons ça de plus près. Ce qu'il faut absolument retenir ici, c'est que même si le crédit bancaire reste très important, la part du financement par les marchés a explosé. C'est une tendance de fond et ça a des conséquences énormes. Ça veut dire que les entreprises dépendent de plus en plus des hauts et des bas des marchés et que le poids des actionnaires dans leurs décisions est de plus en plus fort. C'est ce qu'on appelle parfois la financiarisation de l'économie. D'ailleurs, une action, qu'est-ce que c'est exactement? C'est très simple, c'est un titre de propriété. Quand tu achètes une action, tu deviens propriétaire d'un petit bout de l'entreprise. Ça te donne deux droits super importants. Le droit de toucher une part des bénéfices, ce qu'on appelle les dividendes, et le droit de voter lors des grandes décisions. L'obligation, c'est tout à fait différent. Ce n'est pas un titre de propriété, mais un titre de créance. En clair, quand tu achètes une obligation, tu prêtes de l'argent à l'entreprise ou à l'État. En échange de ce prêt, tu reçois un intérêt régulièrement et à la fin, on te rembourse ta somme de départ. Tu n'es pas un propriétaire, tu es un créancier. Qu'on passe par une banque ou par les marchés, on l'a vu, emprunter, ça a un coût. Et ce coût, il a un nom que tu connais bien, le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, en fait, c'est tout simplement le loyer de l'argent. Pour celui qui prête, c'est sa récompense, la rémunération de son épargne. Et pour celui qui emprunte, eh bien c'est le coût de son financement. C'est ce prix qui va permettre de mettre d'accord ceux qui offrent de l'argent et ceux qui en demandent. Mais attention, là il y a une subtilité cruciale, et c'est une notion vraiment essentielle pour le bac. Il faut absolument faire la différence entre le taux d'intérêt nominal et le taux d'intérêt réel. Le taux nominal, c'est celui qui est affiché sur le contrat. Mais pour connaître le vrai coût, il faut prendre en compte l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix. Le taux réel, c'est donc le taux nominal auquel on a retiré l'inflation. C'est lui qui mesure le véritable coût de l'emprunt. Imagine, tu empruntes à un taux de 3%, mais la même année, les prix augmentent de 2%. En réalité, ton emprunt ne t'a coûté que 1%. C'est une distinction fondamentale pour bien analyser les décisions économiques. Allez, on change de sujet et on s'intéresse maintenant à un acteur économique pas comme les autres, l'État. Lui aussi, il a des besoins de financement, mais les enjeux sont un peu différents. Ce graphique, il est assez simple à lire. Il montre les recettes et les dépenses de l'État français.
Quand la courbe des dépenses, la rose, passe au-dessus de la courbe des recettes, la bleue, on dit que l'État a un déficit budgétaire. Ça veut juste dire qu'il dépense plus d'argent qu'il n'en récolte avec les impôts et les taxes. Alors on peut se demander, mais pourquoi l'État fait ça? Parfois c'est un choix. Pour relancer l'économie quand ça va mal, l'État peut décider d'augmenter ses dépenses ou de baisser les impôts. C'est ce qu'on appelle une politique budgétaire de relance. Le problème, c'est que si on accumule les déficits année après année, eh bien ça crée ce qu'on appelle la dette publique. Voilà, on arrive à la fin de notre parcours. Il est temps de mettre un peu d'ordre dans tout ça, de voir comment tout s'articule. Et en bonus, je te donne une méthode en or pour le bac. Et le voici, le grand schéma bilan. Il résume tout ce qu'on vient de voir. À gauche, tu as les agents qui épargnent. À droite, ceux qui ont besoin d'argent. Et au milieu, tu as les intermédiaires, les banques et les marchés financiers qui sont là pour organiser la rencontre entre les deux. C'est comme ça que l'épargne des uns devient l'investissement des autres. C'est vraiment le cœur du réacteur de l'économie. Et pour le bac, face à un document avec des chiffres, un graphique, un tableau, retiens bien cette méthode en 3 temps, c'est infaillible. Étape 1, tu présentes le document. C'est quoi? Ça vient d'où? Ça date de quand? Étape 2, tu décris ce que tu vois. De manière neutre, tu dis ça monte, ça baisse, il y a un pic ici. Et enfin, l'étape la plus importante, l'étape 3, tu expliques. Là, tu mobilises tout ce que tu as appris en cours pour donner du sens à ce que tu as décrit. C'est ça la clé d'une analyse réussie. Pour conclure, tout ce qu'on a vu nous amène à une question immense, qui est au cœur de tous les débats économiques aujourd'hui. Les ménages, les entreprises, les États, tout le monde s'endette pour financer ses projets. Mais jusqu'où peut-on aller? Est-ce que ce modèle, basé sur la dette, est vraiment soutenable à long terme? C'est une question compliquée, sans réponse simple, qui montre bien que l'économie est une science vivante, pleine de débats. C'est une excellente piste pour continuer à réfléchir.